qui n'est pas tout à fait marrant d'ailleurs. Bah, je crois qu'il y a deux choses qu'il faut bien séparer. Il y a... Et c'est de cela que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Vous allez bien regarder que le Congo est victime d'un complot international. Oui, on ne peut pas se limiter à en parler au jour le jour. Il faut maintenant savoir s'asseoir, choisir quelle direction, dans quelle direction nous voulons amener notre pays. Et c'est ça la question. Aujourd'hui, la francophonie est en train de revenir. On a des questions à se poser. Pourquoi les Français, aujourd'hui, est-ce qu'ils reviennent pour nous servir ou bien pour se servir eux-mêmes? La réalité du terrain nous dit clairement qu'ils sont là, ce n'est pas pour les intérêts du Congo, c'est pour les intérêts de la France, c'est-à-dire extendre leur empire linguistique qui est devenu, avec le temps aussi, un empire économico-politique. C'est là où le Congolais doit faire attention, ouvrir les yeux et ne pas croire à tout ce qu'on leur dit. J'ai mentionné dans le passé, dans un article, c'est-à-dire une émission à la radio Zoom El1000, que les gens vont crier, marcher, faire tout. Est-ce qu'ils croient qu'ils vont empêcher la France de revenir au Congo? Ça, c'est faux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la France a, pendant beaucoup de temps, été à l'écart. Depuis le génocide du Rwanda, vous savez, l'Amérique a eu tellement trop de force et une grande emprise en Afrique centrale. Et l'Amérique s'est appropriée, je veux dire, en tant que grande puissance. Donc, un morceau en Afrique centrale de force. Et l'Amérique est en train de puiser, c'est-à-dire à la source maintenant, là où la France et la Belgique étaient en train de puiser en tant que puissance traditionnelle. Et maintenant, c'est l'Amérique qui, par sa force, est en train de faire les choses. Et dans ce souci de vouloir bousculer les cartes et changer la carte du monde, remarquez que l'Amérique est devenue tellement puissante que ça gênait beaucoup d'autres pays occidentaux qui furent en Afrique, ou bien qui étaient par tradition, ou bien qui sont par tradition les colonisateurs. Et c'est là la question. Donc nous devons ouvrir les yeux, savoir ce qu'il faut faire, et en tant que Congolais surtout, savoir que le pays nous appartient à nous. C'est-à-dire qu'il appartient à nous Congolais d'œuvrer pour le développement, donc l'avancement du pays et l'organisation de la paix. Si nous comptons sur les autres, qu'ils viendront faire la paix à notre place, ça nous nous foutons le doigt dans l'œil. Si nous comptons sur le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et tout ça, qu'ils viendront nous amener à la paix, ça c'est faux. La paix, c'est notre affaire, c'est notre business. C'est à nous, Congolais, de nous lever, de marcher, de crier, d'organiser tout ce que nous pouvons pour pousser le monde entier à comprendre, à entendre la voix des Congolais et à savoir notre cause. Ce n'est pas un petit problème. Ça demande beaucoup d'énergie et surtout une cohésion nationale. C'est pourquoi j'ai toujours chanté que l'opposition congolaise doit aussi savoir mettre un peu de l'eau dans son vin. L'heure est grave. Le pays est en train de nous échapper comme ça. Et curieusement, on voit des politiciens congolais, de la majorité, même de l'opposition, en train de cafouiller là-bas, de se battre pour des petits problèmes de rien du tout. Au lieu de se ranger d'abord, de se mettre ensemble pour bouter l'ennemi dehors, pour sauvegarder l'intégrité nationale du territoire. Mais ils sont loin de tout ça. Et ils croient qu'ils peuvent avoir le support des Congolais normaux. On ne peut pas s'hasarder à supporter des politiciens aventuriers là-bas qui ne pensent qu'à leurs intérêts, au lieu de sauvegarder l'intérêt national d'abord. Au lieu de se battre pour le pays d'abord, ils se battent pour des postes, pour des privilèges, pour le pouvoir en désordre. Et ils pensent que nous, Congolais, on doit se mettre là en train de les applaudir ou bien les attendre. Non, on ne peut pas faire ça. Et je pense qu'il y a des sages qui disent aussi que le conflit est un facteur de développement. Hein? Et parfois, le malheur est bon à quelque chose. C'est dans ce moment que les Congolais verront les vrais leaders et les vrais nationalistes. Comment va-t-on savoir
que tel ou tel politicien était nationaliste si le pays ne court pas un danger. C'est quand le pays court un danger que nous voulons voir la position de tout le monde. Le pays court un danger, le pays frôle la dislocation, et toi, tu ne penses pas à l'unité nationale, tu ne penses pas à combattre pour arracher ce pays des mains de l'ennemi. Tu penses à ton poste. Tu penses que tu sois ministre d'abord, que tu sois président, que tu récupères, je ne sais pas, tel ou tel poste. Et là, tu penses que le peuple congolais est dupe. C'est le moment de montrer le nationalisme. Quand le pays est en danger, c'est quand il faut montrer le nationalisme. Et c'est là le grand problème qu'on a au Congo démocratique. C'est-à-dire les politiciens, eux, pensent d'abord à se servir eux-mêmes, à servir le peuple après. Or, la politique, c'est servir le peuple. C'est pour cela que je dis, il faut appuyer maintenant sur le bon bouton. Changer la mentalité des politiciens congolais et du peuple congolais aussi. On a longtemps laissé ce pays aux mains des étrangers. Qu'on ne pense pas que ce pays est en train d'être pris par les étrangers. Donc hier, avec l'histoire de M23, CNDP, Bosco-Ntaganda, l'attaque de celui-ci, celui-là, les Rwandais, les Ougandais, non. Le pays était depuis longtemps dans les mains des autres. Le peuple congolais était privé du droit de regard dans les affaires de son pays. Juste après la mort de Lumumba, vous vous souvenez, on a eu une dictature la plus atroce de l'histoire de l'humanité, hein, spécialement de l'histoire du Congo. De mémoire des Congolais, dites-nous, quand est-ce que le Congolais avait droit, le Zaïrois avait droit de regarder ce qui s'est fait c'est-à-dire au Zaïre, sur le plan politique? Quand est-ce qu'il avait droit de parole, de dire par exemple, ça c'est bon et ça c'est mauvais, en tant que Zaïrois, je refuse, ça c'est mon pays, là où on est en train de le mener pour l'instant, moi je pense que je ne veux pas que ça aille comme ça. Et Mobutu lui-même disait que la politique, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Faites tout, mais laissez la politique, laissez-moi la politique. Et on a poussé le peuple congolais maintenant à se défouler, à se distraire. Ce n'était que musique. 24 heures sur 24, tous les jours de l'an. Ce n'était que Noël et Nouvel An tous les jours. Et lui-même avait même dit que heureux le peuple qui chante et qui danse. C'est-à-dire, on a poussé le peuple congolais en masse, là-bas, comme le mouton de Panurge, dans une distraction sans fin. Et cela a enlevé le patriotisme du cœur des Congolais. C'est pourquoi, quand on parlait aux Aïrois en ce temps-là, ils disaient, ah, politique, c'est bloqué, on a gâté. Ah, politique, n'a pas. Tout le monde se cachait derrière la Bible, les prières, pour appeler Dieu afin qu'il nous vienne en aide, pour chasser notre misère. Alors, que Dieu aussi dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire, on doit faire le premier pas pour voir si Dieu va nous comprendre, si Dieu va nous abandonner. Et c'est là le grand problème qu'on a au Congo. Et regardez partout très bien. Depuis ce temps-là, le Congolais n'avait plus rien à dire en ce qui concerne les affaires de son pays. C'est-à-dire, on lui a ôté le patriotisme, la connaissance des choses politiques, on l'a poussé à la distraction musicale. Et aujourd'hui, les mêmes gens commencent à dire, oh, tel musicien ne viendra pas à Paris, tel musicien ne viendra pas à Londres, non, il n'y aura pas de musique. Moi, je ne peux pas regretter. Moi, je viens du coin du Congo, d'une province du Congo, où d'abord on n'aimait pas cette musique-là. On prenait ça pour la distraction de mauvais goût. Nous, on a été élevés dans les études et le travail. Et quand il y avait musique là-bas, les gens qui mettent des produits là, des hommes qui ne font que chanter, danser à longueur de journée. Nous, on disait depuis longtemps que c'était une distraction. Et c'est ce qui faisait ruiner le pays. Nous sommes un pays africain qui est en train de monter. Nous ne devons pas nous comporter comme des Américains. Ne vous trompez pas. Ce que les Américains font, les Américains ont le droit de s'amuser. Les Européens aussi. Pourquoi je dis ça? Ils ont travaillé depuis des siècles. Hein? On ne peut pas, nous, Congolais, donc, chercher à s'amuser au même niveau que les Américains. Qui vous a dit ça? Non. L'Amérique a plus de 250 ans d'avance sur le Congo. Et l'Europe aussi.
C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout fait. Ils ont tout arrangé économiquement, politiquement, moralement, psychologiquement, historiquement, tout. C'est-à-dire qu'ils ont une base solide sur tous les plans. C'est-à-dire sur le plan économique, politique, et aujourd'hui, ils ont le luxe de s'amuser. Pourquoi? La base est solide, ça leur procurera toujours la résistance en temps de crise politique, de crise économique. Ils ont des ressources qu'ils peuvent puiser pour maintenir leur pays en équilibre. Et nous, Congolais, qu'est-ce qu'on a déjà construit de solide? Politiquement, économiquement, psychologiquement, culturellement, qui peut nous maintenir quand vient la tempête, par exemple, de la crise mondiale, quand vient la tempête de la crise politique. Le pays ballotte aux quatre vents. Et aujourd'hui, ils disent, tel musicien ne peut pas chanter. Moi, je suis content. Et je leur dis qu'ils le font maintenant avec un grand retard. Ils devaient commencer par là. Félicitations quand même, elles viennent de se réveiller. Donc, c'est comme ça. C'est ma petite contribution, ma petite intervention. Je pense qu'on est tous Congolais. Chacun doit faire la part des choses. Chacun doit jouer son rôle. Car le pays nous appartient tous. C'est le moment, chers frères et sœurs congolais, de retrousser les manches, d'abandonner nos petites querelles là-bas, hein, cette guerre-là, de nous mettre ensemble pour chercher des solutions. Car à quelque chose, malheur est bon. Et c'est quand le bateau est en danger, qu'on reconnaît les vrais capitaines. Non pas parce qu'ils sont des grades, mais ils doivent montrer qu'ils ont contribué à sauver le bateau pour qu'il ne coule pas avec la tempête. Et je pense que nous, Congolais, nous devons faire ça. Ce danger dans lequel notre pays est plongé maintenant ne doit pas être maintenant une occasion pour nous jeter dans un grand désarroi, un grand découragement et laisser tout maintenant. C'est le moment de retrousser nos manches, de nous tenir debout, de montrer que nous aimons le pays. C'est une opportunité qui nous est donnée. Ne voyons pas toujours les choses négativement. Cette guerre a aidé à faire revenir un élan de patriotisme qui, de mémoire d'homme, n'a jamais existé au Congo démocratique. Cette guerre est en train de montrer aux yeux du monde qui, parmi les Congolais, quel Congolais aime son pays et quel autre Congolais aime seulement épouser ses intérêts personnels. Cette guerre est en train de nous révéler aussi qui aime le Congo parmi nos partenaires, les étrangers, nos voisins, tout ça. Qui est prêt à aider le peuple congolais quand il est en danger? Et qui est prêt seulement à venir piller, c'est-à-dire à profiter du chaos, du désordre pour s'accaparer des richesses du Congo au lieu de vouloir aider les Congolais? Moi, je pense que nous devons aussi parfois cesser de voir les choses négativement toujours. Cette crise doit nous ouvrir les yeux, nous révéler des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne connaissait pas et qu'on doit connaître aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs congolais, chers amis du Congo, c'est le moment de nous tenir la main dans la main, la tête haute, et d'œuvrer pour remettre notre pays sur les rails. Montrons notre patriotisme, notre courage, notre détermination. Et je pense que Dieu ne va pas nous abandonner. Car il dit toujours, aide-toi et le ciel t'aidera. Lèvons-nous, faisons notre part. Et voyons si Dieu ne viendra pas à notre secours, si Dieu va nous abandonner.